Au PTT, les négociations reprendront lundi. Pour le moment, la reprise du travail n'est pas en vue. Le ministre des Affaires étrangères de retour à Paris après sa visite en Israël. Il estime son voyage positif, mais les divergences subsistent. Un reportage sur l'attitude des Israéliens face à la question de la Cisjordanie occupée, où l'OLP voudrait installer un État palestinien. Cyclisme, avant-dernière soirée des 6 jours de Grenoble, le point en direct à la fin de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Commençons à nouveau par l'actualité sociale. Les fêtes de la Toussaint n'ont pas permis au climat de se détendre dans le secteur public et nationalisé en dépit de l'annonce par le gouvernement de mesures en faveur des auxiliaires et du relèvement des salaires au 1er novembre. À la SNCF, où l'augmentation des salaires est de 15,5% depuis le début de l'année, des grèves sont annoncées à partir de mercredi sur le réseau Paris-Montparnasse et dans la région de Tours. Grève annoncée par la CGT, la CFDT et la CFTC. Dans les mines, les syndicats CGT, CFTC, CFDT et FO se réunissent demain pour décider de la suite à donner au mouvement de grève observé mercredi et jeudi par un grand nombre de mineurs. Au PTT, les syndicats CGT, CFDT et CFTC annoncent que si le gouvernement ne fait pas de nouvelles concessions, la grève pourrait se poursuivre et même se durcir. Une nouvelle réunion cet après-midi s'est terminée peu après 19h. À vous, François Gault, au ministère des PTT. En effet, Bernard Volcker, la grève des postiers risque de durer encore longtemps. À l'instant, enfin il y a une dizaine de minutes, les négociateurs viennent de se séparer sans s'être mis d'accord. Chacun reste sur ses positions. Ils se reverront lundi matin et pour faire le bilan de la négociation, pour faire ce bilan en quelque sorte à la 57e heure des pourparlers, je vous propose d'écouter d'abord Émile Lebelair, dirigeant syndical de la CFDT, et ensuite Pierre Lelon, le secrétaire d'État au PTT. Après 10 jours de discussion, le gouvernement maintient son opposition aux 2 revendications essentielles sur lesquelles porte la grève, à savoir des créations d'emplois supplémentaires dès 1975 pour améliorer la qualité du service et procéder aux aménagements nécessaires. Des horaires. L'acompte de 200 francs permettant de payer les travailleurs des PTT au niveau réel de leur qualification. Cet entêtement incompréhensible ne peut conduire qu'à la poursuite et au renforcement du conflit. Le gouvernement prend ainsi une très lourde responsabilité devant l'opinion publique. À tous les Français qui m'écoutent et puis aussi aux 50% de postiers qui ne font pas grève. Je suis informé des déclarations que viennent de faire mes interlocuteurs qui parlent de scandale, qui parlent de chantage. Alors je voudrais remettre les choses au point. Je voudrais d'abord dire que depuis 2 jours, après avoir exposé les propositions du gouvernement, après n'avoir pas cessé de les expliquer dans le détail, eh bien ces propositions, contrairement à ce qu'on dit, sont des propositions extrêmement substantielles. Eh bien, il serait temps que ce soit un petit peu mes interlocuteurs qui parlent, car ce qui vraiment aussi, moi, me scandalise, c'est que depuis le début de cette négociation, eh bien, au fond, il n'y a que moi qui parle, et j'ai de plus en plus l'impression que je m'adresse à des gens qui n'ont pas d'oreilles. Passons à la politique étrangère. Le ministre français est revenu d'une mission difficile. Il lui fallait exposer aux Israéliens la politique du gouvernement français au Proche-Orient et tenter de leur faire comprendre qu'elle ne vise qu'à l'instauration de la paix dans la reconnaissance des droits de chacun, arabes, israéliens et palestiniens. Nous reparlerons de ces problèmes tout à l'heure avec notre dossier sur la Cisjordanie. Voyons maintenant le reportage de notre envoyé spécial Gérard Saint-Paul sur la fin de la première visite en Israël d'un ministre français. En peu de temps, Jean Sauvagnargues aura découvert 2 pôles, 2 phénomènes opposés de la réalité proche-orientale. D'une part, le camp palestinien, il y a une quinzaine de jours, lors de son voyage au Liban, et d'autre part, aujourd'hui, le kibboutz. Le kibboutz, cet élément original, cet élément de base de la vie israélienne. Jean Sauvagnargues a fait cette expérience intéressante au kibboutz de Guinossar, chez Igal Alon, au bord du lac de Tibériade, sous le soleil,
au bord d'une eau faisant 30 degrés, à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer et sous le regard des positions israéliennes fortifiées du Golan. Jean Sauvagnargues, kibbutznik d'un jour, après avoir rencontré il y a peu Yasser Arafat, voilà donc un paradoxe qui illustre bien la position parfaitement décomplexée de la France sur la question du Proche-Orient. Ce sont ici des gens qui sont venus du monde entier, de 20 pays différents. On n'a pas eu une langue commune, pour cette raison chacun a appris la langue de la Bible qui est devenue de nouveau, après 2000 ans, une langue vivante. Quand vous avez fondé le kibbutz, vous parliez tous des langues Chacun différentes. a parlé notre langue. Les kibbutzim incarnent en quelque sorte ce qui est l'image de marque préférée d'Israël, un peuple de soldats paysans. C'est comme ça. Monsieur l'ambassadeur, vous avez déjà vécu dans un kibbutz? Bien sûr, je suis fondateur d'un des kibbutz en Israël. Le mien se trouve au pied des Montabar. On a survolé hier. Oui. J'ai vécu là-bas 10 ans, et mes amis sont toujours là. Et quand je viens en Israël, j'y passe quelques jours. Ainsi s'achève donc le premier voyage israélien d'un ministre français en exercice, voyage au terme duquel les résultats apparaîtront peut-être bien minces. On ne s'est pas convaincu, mais on sait parler. Et lorsque l'on se parle, les choses vont déjà tellement mieux. La suite logique de cette visite de Jean Sauvagnargues en Israël devrait être, bientôt sans doute, une visite retour de M. Yigal Allon, le ministre israélien des Affaires étrangères, à Paris. Oui, j'accepte l'aimable invitation du ministre français des Affaires étrangères et je devrais me rendre à Paris dans un avenir prévisible. La date exacte de mon voyage sera déterminée par voie diplomatique. Mais le clou de cette visite, qui en dit plus long que tous les commentaires et qui pourrait s'intituler « De l'importance du bateau dans la diplomatie », c'est sans aucun doute, au clair de lune, la promenade sur le lac de la pêche miraculeuse qui restera peut-être dans les annales diplomatiques sous l'appellation « l'embarquement pour Tibériade ». En voici le retour, dans la bonne humeur et la détente, après 2 journées qui ne furent pas toujours faciles. Excellent. Non, mais j'ai conduit le bateau. Et ça s'est bien passé? Très bien, oui. Très bien. Ma femme aussi, même. Oui, j'ai piloté le bateau. Ça s'est bien passé sans danger? Eh bien, voyez, nous sommes tous là. Deux absences à La Haye, l'absence physique des Anglais. Le parti de M. Wilson reste fidèle à sa ligne de conduite. Il tient à garder ses distances et son indépendance à l'égard de tout ce qui est européen, même lorsqu'il s'agit d'options politiques et socialistes. Et puis l'absence morale des Français. M. Gaston Defferre était attendu, il n'est pas venu. Quant à François Mitterrand, il s'est contenté d'une visite éclair hier après-midi. Peut-être parce que les socialistes français sont les seuls en Europe, avec les Belges, à ne pas être représentés au sein de leur gouvernement. Il leur est donc difficile de prendre les mêmes engagements que leurs collègues européens. Peut-être aussi parce qu'ils ont actuellement des problèmes internes. Certains dirigeants, dont Gaston Defferre, étaient partisans de se rendre à l'Élysée à l'invitation de Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand s'y est refusé. Quoi qu'il en soit, ce sommet socialiste de La Haye marque un tournant dans la prise de conscience européenne des socialistes. Les socialistes vont s'intéresser à l'Europe. Jusqu'à ce moment, les socialistes étaient dispersés. Ils étaient organisés sur le plan national et ils n'ont pas eu une influence, aucune influence sur le développement de la politique de la communauté. Ça doit changer. Les socialistes, c'est une grande partie de la population européenne qui doit avoir son influence. La seule manière, c'est de leur organiser sur un plan commun qui est décisif et obligatoire pour le programme national. On ne peut pas constater que directement l'Europe a beaucoup fait pour les travailleurs. Elle n'a pas beaucoup fait pour, dites, l'homme dans la rue ou la femme. L'Europe n'a pas été humaine. Alors, en général, dans la population, il n'y a pas grand intérêt à cette Europe des entreprises et des grands entrepreneurs. Et ça doit changer.
Deux chanceliers ouest-allemands côte à côte, Willy Brandt, l'ancien, le nouveau Helmut Schmidt, un autre chef de gouvernement en exercice, le hollandais Van den Rohe. Les socialistes ont recensé leurs troupes, ils font le poids dans la balance européenne. Alors ils ont décidé d'élaborer un programme commun et de passer en revue tous les grands problèmes européens, avec priorité au chômage, à l'emploi, à l'inflation. Un programme que chacun serait tenu de respecter dans son pays. Plusieurs fois par an, un sommet socialiste fera le point. Voilà pour les principes. Reste à savoir si les socialistes veulent vraiment l'Europe. C'est François Mitterrand qui a posé la question. L'Iran proposera le mois prochain un système de prix unique, fixe, pour le pétrole. Mais le coût à la consommation pourrait encore monter si les bénéfices des compagnies pétrolières ne sont pas contrôlés. C'est ce qu'a dit le Shah d'Iran. Pourquoi ces compagnies devraient-elles gagner 2 $ par baril de pétrole, a-t-il demandé dans une conférence de presse ce matin à Téhéran. Pourquoi certaines d'entre elles devraient-elles faire un bénéfice de 700% par an? Cela est-il juste, demande le Shah d'Iran, et l'on attend maintenant la réponse de ces compagnies. Tennis. Victime d'une intoxication alimentaire, le joueur américain Arthur Ashe a été éliminé cet après-midi en demi-finale du tournoi Open de Coubertin. Son compatriote Brian Gottfried, qui l'a battu en 3-7, rencontrera donc pour une finale inattendue demain Eddie Deeps, un autre américain vainqueur en 5-7 du Chilien Jaime Fillol. 24 heures après Mohamed Ali, George Foreman est arrivé ce matin à Paris. Seule trace rappelant son combat, un petit hématome sous l'œil gauche. George Foreman, qui fera un bref séjour à Paris, avait le sourire à sa descente d'avion, mais c'est avec beaucoup moins d'exubérance que Cassius Clay qu'il a répondu aux journalistes. Certains ont prétendu que le combat était truqué. Qu'en pensez-vous? Eh bien, les gens qui pensent cela croient bien connaître la boxe. Ils me donnaient gagnant à 3 contre 1. Ils étaient sûrs d'eux. Et maintenant, ils sont déçus. Alors, évidemment, ils laissent planer des doutes. Mais il a vraiment gagné le combat. Qu'est-ce que vous disiez Ali pendant le combat? Eh bien, je ne m'en souviens pas très bien. J'étais très concentré. Je pensais surtout à le mettre KO, mais de temps en temps, il me murmurait des mots qui, sans doute, devaient le stimuler. Clay a dit que c'était un combat facile pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on pense généralement quand on gagne que la victoire a été facile, mais quand on perd, c'est autre chose. Étiez-vous vraiment fatigué après le 5e round? Vous paraissiez hors de forme. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, hors de forme, non, pas vraiment, mais fatigué, très certainement. D'ailleurs, avant le combat, je ne me sentais pas vraiment très bien. Quels sont vos projets à présent? Eh bien, maintenant, je ne pense qu'à une chose, qu'on me donne la chance de rencontrer à nouveau ce gars. Parce que je n'ai pas combattu cette fois-ci en pleine possession de mes moyens. Marilyn, des plus belles femmes de l'histoire du cinéma, qui s'est suicidée il y a 12 ans, continue de vivre grâce à l'art qui l'a tuée. 8 films d'elle sortent en ce moment à Paris, en même temps que 2 livres, et l'on annonce une exposition de photos. C'est un phénomène sur lequel nous avons demandé à France Roche de se pencher. 8 août, Marilyn Monroe avait 36 ans, pour toujours. Son visage crémeux, ses cheveux de paille, son corps rose et douillet, cet hiver d'un seul coup nous les ramène, avec son regard de femme qui ne fait pas peur aux hommes. I just love finding new places to wear diamonds. 5 films en 2 mois et 2 biographies publiées, celle de Norman Mailer et une confession inachevée, écrite, dit-on, par elle, qui pourtant avouait ignorer qui était Léonard de Vinci ou Freud, être incapable de finir ses phrases en public, et passer, même devenue star, son temps à regarder bouche bée les idoles de l'écran, comme l'actrice débutante que 10 ans plus tôt on avait renvoyée comme infotographiable, ou l'orpheline abandonnée par sa mère à 9 parents adoptifs différents. Car elle fut Norma Jane Mortenson, la petite fille qui s'attendait chaque jour à être mise à la porte. Son premier succès, elle l'eut à 13 ans.
quand elle emprunta un pullover trop serré, et son second à 15 quand elle apparut sur une plage en maillot très très moulant. C'est cela qui fit d'elle une actrice malgré un mariage stupide avec un certain Jim Dougherty, malgré ses photos de nu, le fameux calendrier qui fit scandale, qu'elle faisait pour payer les traites de sa voiture ou le loyer de son studio, malgré une carrière de demoiselle que les grands patrons de Hollywood invitaient à des dîners pour égayer les invités et qui n'a pas d'argent pour payer le taxi de retour chez elle si on ne la raccompagne pas. À chaque chapitre de la confession inachevée, Marilyn déclare « Je m'étendis sur le lit et me mis à pleurer pendant une semaine, sans boire, sans manger, sans faire ma toilette. » Elle a passé 36 ans à pleurer, et de crise de larmes en dépression, elle est passée de l'obscurité à la gloire. Elle épouse un joueur de baseball célèbre, Joe DiMaggio, divorce et pleure. Elle épouse plus tard un dramaturge célèbre, Arthur Miller, divorce et pleure. Et entre-temps, tourne et pose, nue, à moitié nue, aux trois quarts nue, un verre, un voile, un parasol ou une fleur à la main, sur un lit ou sur une plage. Elle se disait haïe par les femmes et méprisée par les hommes, même par ceux qui la désiraient, car elle savait que ceux qui vous offrent leur amour ne souhaitent que vous voler un moment vos épaules rondes, votre dos élastique, vos jambes attendrissantes et vos allaitements enfantins. I always say a kiss on the hand feels very good, but a diamond tiara lasts forever. C'est sa vulnérabilité qui en a fait une star, le fait qu'on croyait pouvoir l'embrasser aisément, rire avec elle ou d'elle, se trouver grand, viril et fort, et supérieur en tout cas à cette poupée qui dit darling d'une voix chuchotante. Mr. Esmond and I are going to be married. Marilyn chantait que les diamants sont les meilleurs amis d'une femme. Elle est morte sans amis et presque sans diamants. I like a beautiful hunk of man, but I'm no physical culture fan. Ain't there anyone here for love? Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Nous avons commencé il y a 2 jours une série de dossiers sur le Proche-Orient, série centrée autour de 2 thèmes. 1 an après la guerre d'octobre, l'armée égyptienne et le canal de Suez, c'est ce que vous avez pu voir hier et avant-hier. Aujourd'hui, la Cisjordanie, le point de vue des Israéliens sur ce territoire qu'ils occupent depuis 1967. Demain, celui des Arabes de Cisjordanie. On parle beaucoup de cette région depuis quelque temps, très exactement, depuis qu'au sommet arabe de Rabat, les chefs d'État ont décidé de reconnaître à l'OLP vocation à diriger l'installation sur ce territoire, lorsqu'il ne sera plus occupé, l'installation d'un État palestinien. À cet égard, la diplomatie de la France a largement contribué à la prise de conscience de la réalité palestinienne. L'appel de M. Giscard d'Estaing en faveur d'une patrie pour les Palestiniens a mis en évidence le seul vrai problème qui empêche un règlement de paix, le sort des Palestiniens. Jamais l'État d'Israël ne s'est trouvé du fait de ses conquêtes devant un choix aussi difficile et lourd de conséquences. Les problèmes militaires ayant trouvé une amorce de solution par le désengagement dans le Sinaï et sur le Golan, il reste à régler les problèmes politiques. Le plus épineux et aussi le plus urgent d'entre eux est le problème palestinien dont les solutions, toutes imparfaites, divisent les Israéliens. Il y a 3 points de vue en Israël, je crois. Il y a ceux qui ne rendront pas un pouce de la patrie historique. Ce sont ceux qui maintenant essayent de s'installer un peu partout et qui sont une minorité de 30% peut-être un peu moins. Il y a le point de vue officiel qui dit qu'il faudra pour un traité de paix rendre une partie importante de la Cisjordanie, mais la rendre aux Jordaniens
et quitte à ce que le problème palestinien soit réglé dans le cadre d'un règlement avec la Jordanie. Et puis, il y a une fraction pas très importante dont je suis, qui pense qu'il faut rendre une bonne partie de la Cisjordanie, d'une part, et ensuite que c'est avec les Palestiniens que finalement il faut arriver à un accord, quel que soit le temps que cet accord prenne, mais il faut arriver à un accord avec ceux qui sont nos partenaires dans le conflit. Pour forcer la main du gouvernement et le placer devant le fait accompli, 5000 colons appartenant au bloc de la foi décident, une nuit d'octobre, d'envahir la Cisjordanie pour y établir des colonies de peuplement juif. L'armée tente de s'y opposer, elle a reçu des ordres stricts, mais se trouve désemparée et surtout débordée par le flot. L'affaire est portée sur la place publique. 80 000 signatures en faveur de l'annexion de la Cisjordanie sont réunies en 24 heures. À quoi répond cette campagne de signature dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem? À la conviction qu'on ne peut rien renoncer ou qu'on ne saurait rien renoncer lorsqu'il s'agit de la destinée du pays. Et pour le moment, on nous propose des concessions sans contrepartie. Et alors, en admettant même que l'Europe ait abdiqué, est-ce une raison suffisante pour qu'Israël abdique? La gauche, favorable à la restitution des territoires occupés, manifeste à son tour. Pour elle, toute annexion mettrait en péril les chances de la paix. Elle condamne les colons sauvages qu'elle n'hésite pas à qualifier de graines de putschistes. Personne ne tient compte du fait palestinien. On est seulement pour ou contre la patrie historique. La paix, tout le monde la souhaite, mais non pas à n'importe quel prix. Un homme la personnifiait, mais son crédit a beaucoup baissé. Henry Kissinger n'est plus, aux yeux des Israéliens, l'homme des solutions miracles. La paix au Proche-Orient est dans l'intérêt de tout le monde, et comme je l'ai dit hier, encore plus dans l'intérêt d'Israël, que j'ai trouvé prêt à en discuter avec la volonté et la ténacité habituelles. La Cisjordanie est territoire occupé, ce qui sous-entend que son accès est réglementé. Il n'a jamais été dans l'esprit des différents gouvernements israéliens de l'annexer. Cette solution fermerait à tout jamais la porte de la paix et les priverait d'une monnaie d'échange. Certes, la frontière du Jourdain constitue ce qu'il est convenu d'appeler une frontière sûre et reconnue. Sa restitution à la Jordanie, sous certaines conditions, devait permettre au roi Hussein de résoudre le problème palestinien. Mais le sommet de Rabat a affirmé le droit du peuple palestinien à établir un pouvoir national indépendant sous la direction de l'Organisation de libération de la Palestine sur tout territoire libéré. Est-ce que cet État ne sera pas une base de terroristes? Qui peut nous garantir que demain, s'il y a un État palestinien autonome, nous n'aurons pas tous les mouvements les plus extrémistes parmi les Palestiniens qui viendront s'y installer et commenceront des incursions dans la partie en fait la plus vulnérable d'Israël, la partie côtière très très restreinte, numéro 1. Numéro 2, est-ce que cet État ne sera pas une source d'irridentisme, c'est-à-dire que cet État palestinien n'essayera pas d'inclure ensuite les Arabes qui vivent en Israël, qui vivraient à la bordure de cet État? Troisièmement, est-ce que cet État ne sera pas une base russe, amenant les Russes en fait aux portes de Tel Aviv? Et quatrièmement, est-ce que cet État n'essayera pas, et c'est ce que la plupart des gens craignent, de remettre en cause l'existence même d'Israël? Personnellement, je pense que finalement, on ne pourra pas ne pas discuter avec une organisation palestinienne qui ne pourra pas ne pas inclure une partie des gens qui se trouvent aujourd'hui à Beyrouth, que ce soit ceux-là ou d'autres. Ça me paraît peu réaliste à long terme, mais vous savez, dans ce genre de discussion, le temps joue un rôle très important et tactiquement, on ne peut peut-être pas admettre immédiatement ce qu'on admettra dans 1 an ou dans 2 ans. Lorsqu'on parle de la Cisjordanie, on omet du côté israélien comme du côté arabe de parler de Jérusalem. Son sort et son statut seront réglés en dernier. La création d'un État palestinien en Cisjordanie ne résoudra pas tous les problèmes, mais ils seront alors du ressort de l'OLP. Qu'en pensent les Israéliens et les Palestiniens de Cisjordanie,
Ce sera le thème de la seconde partie de notre enquête. Oui, il est maintenant l'heure d'appeler Grenoble pour le point sur les 6 jours cyclistes. Eh bien, merci Bernard Volcker, et vous nous donnez l'antenne juste au moment où se décide une série de sprints comptant, vous le savez, pour le départage des équipes. Et on peut dire que la lutte est très serrée entre 3 équipes reines. D'une part, Valenquer-Moriou, les Français, qui sont les enfants chéris du public, et tout le monde peut le comprendre. Et ensuite, Serkupainen et surtout Rens Swiven, qui est la nouvelle vedette du cyclisme mondial, qui a quelques ennuis d'ailleurs, car on n'admet pas sa suprématie du jour au lendemain. Et disons qu'à Grenoble, l'ambiance est créée pour avoir de grands 6 jours. Cela se confirme, ce sont les 5e du nom. Et disons que nous espérons tous que Paris viendra épauler Grenoble, c'est-à-dire qu'il y aura 2 vélodromes en France. Le cyclisme sur piste n'est pas fort, on attend 10 000 spectateurs, c'est dire que ce soir il y aura de l'ambiance. Et nous vous donnerons naturellement les résultats au cours de ces 2 dernières journées des 6 jours de Grenoble. À vous Bernard Volcker. Merci. Prochaines informations vers 23h10 par Léon Zitrone. Passez une bonne soirée.